Bonjour Jean-François Noubel. Bonjour. Donc on sent bien que notre économie est un peu à bout de souffle. Certains sociologues disaient qu'il n'y a que les économistes et les fous pour croire qu'on puisse développer une économie en croissance exponentielle dans un univers fini. On a vu effectivement avec la métaphore du Monopoly comment effectivement en jouant à un jeu à somme nulle, eh bien finalement il y a un gagnant et un perdant. La richesse se concentre. Tout cela remet en cause les bases mêmes de l'économie telle qu'on l'a connue jusqu'alors. On sent bien que plusieurs des plus grands économistes de notre temps posent des questions radicales sur la nature même de l'économie. Vous avez beaucoup réfléchi à ça et vous arrivez donc à une économie qui passerait d'une économie mécaniste à une économie systémique. Alors, deux choses. Un, qu'est-ce que c'est que la systémique? Et deux, qu'est-ce que c'est que l'économie systémique à ce moment-là? Et en quoi elle reste une économie et en quoi ce mot couvre encore une réalité similaire à ce qu'on a connu dans le passé? Parce qu'on peut même se poser la question si le mot économie correspond à ce qui va se passer ou ce que nous souhaitons qu'il se passe. Mais déjà, finalement, pour aider par différenciation, je vais revenir sur ce que vous disiez, Michel, sur le Monopoly. En fait, il ne s'agit même pas de jeu à somme nulle. Il s'agit, dans la théorie du jeu, ce qu'on appelle un jeu à mort collective. D'accord. Et oui, c'est encore pire. Encore pire. Parce que déjà, on démarre dans un monde idéal. Tout le monde démarre avec la même chance. Ensuite, quelques coups de dés, un peu de chance, un peu de flair, un peu d'opportunité. Et puis, finalement, plus j'ai d'argent, plus je vais en gagner, plus je vais en gagner, plus je peux investir, etc., etc. Et puis, moins j'en ai, moins j'en ai. Hein, donc, on a vraiment une notion de courbe exponentielle où il y en a un qui va, de manière exponentielle, capter l'ensemble de l'argent. Et puis, les autres vont se délester très rapidement aussi de tout ça. Et au bout du compte, même si j'ai tous les billets en pile de mon côté, je me trouve aussi économiquement mort que les autres. Ça veut dire qu'il y a une fin de partie, il y a une crise économique majeure, et on fait l'expérience de ce qu'on appelle l'effet Pareto. Ça veut dire la concentration dans les mains de quelques-uns, et jusqu'au moment où finalement ça ne circule plus, et donc les richesses ne circulent plus parce que l'argent, il n'y en a plus. Voilà. La deuxième chose intéressante sur ce système, pour aussi fonctionner par comparaison, et là une question, on va dire, d'intelligence collective. On peut imaginer mettre les gens les plus sages que l'on connaisse, les plus avisés, les plus bienveillants. On leur dit jouez au Monopoly, simplement. Donc ils vont faire commerce entre eux. Ils vont s'acheter, se vendre des choses. Même s'ils sont pleins d'amour les uns pour les autres. Absolument. D'ailleurs, ça arrive souvent dans les familles où le jeu commence plein d'amour et plein de bienveillance et qu'à la fin, ça finit dans les larmes et les pleurs. Eh bien justement, la sagesse individuelle ne sert à rien. Il y a une paupérisation qui va se faire. On va finir avec des riches et des pauvres. Hein. Et donc il y a quelque chose de très intéressant. C'est un jeu bête, en fait. C'est un jeu très bête. Et oui, mais nos systèmes, le système monétaire fonctionne exactement de la même façon. Un peu plus compliqué dans la façon d'émettre la monnaie, fondée sur la dette, sur le crédit, etc. Mais les fondamentaux restent exactement les mêmes. Et donc, on se trouve effectivement aujourd'hui à la fin d'une partie de Monopoly géante, puisque quand on voit les taux de concentration d'argent dans les mains de quelques-uns et le manque dans les mains des autres, avec une crispation un petit peu partout. Aujourd'hui, si vous appelez un service, vous allez d'abord parler à des machines. Ensuite, vous allez parler en deuxième niveau à des gens sous-payés dans un pays plus pauvre, etc., etc. Et ça ira encore une fois toujours de plus en plus dans cette crispation. Il faut que vous soyez très riche pour parler à un être humain à la fin. Et même à ce moment-là, c'est pas sûr que vous ayez les moyens de parler au patron. Il faut vraiment être très, très, très riche pour parler au patron. Là. Alors, l'économie systémique, comme je le disais dans une précédente vidéo, elle nous oblige déjà à reconsidérer la notion de richesse. Ça veut dire qu'on va se doter d'un langage de la richesse et qui nous fait d'ailleurs changer même ou étendre la définition de ce qu'on appelle une monnaie. Première chose, déjà, on ne confond pas monnaie et argent. L'argent, il s'agit d'un système monétaire parmi des milliards qu'on peut dessiner. Comme le Monopoly, il s'agit d'un type de jeu parmi des milliards de jeux qu'on peut concevoir. Ensuite, on a étendu le sens du mot monnaie
on désigne comme monnaie, ou même le terme, je préfère le terme anglais, currency, voir les flux, see the currents. Hein. En fait, comme tout ce qui constitue un langage de la richesse. Et donc, dans ce sens-là, par exemple, le nombre de likes que vous avez sur Facebook ou le nombre d'étoiles qu'on va mettre sur un film, donc des réputations de films ou d'objets ou d'entreprises, on va considérer ça comme une monnaie. Et il ne s'agit pas de monnaie qui servent à acheter ou vendre des choses, vous ne faites rien avec vos likes ou vos étoiles. Mais vous construisez une réputation sociale, ça veut dire une forme de richesse. Hein. On va même parler d'une richesse très spécifique puisqu'il s'agit d'une richesse énonçable. On énonce subjectivement si on a aimé un repas, un restaurant, un film, le travail de quelqu'un, son intervention, peu importe. Donc richesse énonçable. Mais il y a d'autres formes de richesse. Il y a par exemple des richesses énonçables et en plus hiérarchisables ou ordonnables. Ça veut dire que ce qui va constituer la richesse touche au niveau de performance d'un système. Par exemple, on regarde les Jeux Olympiques, on va récompenser, on va voir celui qui a réussi, ou celle qui a réussi le plus vite les 100 mètres, ou la meilleure performance en gymnastique artistique, etc. Ou une entreprise qui a une meilleure performance pour produire des produits bio, ou des choses comme ça. Il y a aussi des richesses dites mesurables. Mesurables, ça veut dire qu'on va regarder, par exemple, une biodiversité, une empreinte écologique. Vous allez faire une prise de sang et on va voir aussi vos taux de plaquettes ou de globules, etc. en mesure. Il n'y a rien qui s'achète et se vend. Et puis vous avez un tout petit noyau au centre, effectivement, de richesse mobile qui circule de main en main. Donc vous voyez que là, déjà sur ces 4 grandes catégories, je commence déjà à parler systémique ou système, parce qu'on voit bien que toutes ces richesses fonctionnent ensemble. Ensuite, dans votre expérience... Je peux convertir une réputation en monnaie, je peux acheter de la réputation... d'une certaine manière. Enfin, c'est convertible ou pas tout à fait convertible. Une des grandes questions est souvent, est-ce qu'à un moment donné, je peux convertir, est-ce que je peux rendre convertible quelque chose qui ne l'est pas ou inversement? Les échanges sont complexes entre les niveaux de convertibilité. Eh bien, là, justement, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous allez décider entre les liens systémiques entre ces niveaux de richesse, la convertibilité ou pas, de quelle façon, vous faites en fait un design monétaire ou multimonétaire, vous créez même ce qu'on appelle des constellations monétaires, et ça se fait par gouvernance. Et en fait, le design d'un système monétaire touche au design d'un système de valeurs d'une société tout entière et la mise en dynamique de ces valeurs. Je vous donne un exemple très simple. Vous parliez effectivement de la convertibilité entre de la réputation et une monnaie qui va servir à acheter ou vendre des choses. Bon. Par gouvernance, par décision de valeur, vous pouvez très bien dire, tiens, quelqu'un qui a construit une très bonne réputation sociale, il a aidé les autres, etc., on va éventuellement lui donner un revenu de base plus important, parce qu'il a vraiment fait ce qu'il fallait. Oui, puisqu'on a envie de lui donner les moyens de continuer à faire du bien, en fait, pour la société. Et vous pouvez en même temps décider de ne pas faire le contraire, de dire si quelqu'un, par du business, a acquis plein de moyens financiers, ça ne va pas pour autant lui acheter une réputation. Et au contraire, peut-être même au contraire. Peut-être on va lui retirer son argent parce qu'il a une mauvaise réputation. C'est ce qui arrive un peu avec les gangsters dont on saisit les comptes en banque parce qu'en fait, on est arrivé à prouver qu'ils faisaient du mal avec l'argent. Donc leur argent devient saisissable. Exactement. Et vous voyez que déjà sur ce binôme très simple, très basique, du lien entre une monnaie de réputation, encore une fois, qui exprime une richesse réputation, elle ne sert pas à acheter ou vendre, et une monnaie qui sert à acheter ou vendre, vous pouvez, par gouvernance, décider d'un type de lien systémique qui va en fait mettre en action les valeurs que vous avez, la façon dont vous allez organiser ce lien-là, ou pas, ou éventuellement décider de totalement cloisonner, dépend de vos valeurs. Donc concevoir une constellation monétaire, en fait, met en jeu des valeurs et oblige à une démarche d'introspection et de compréhension de toutes les richesses que l'on veut prendre en compte dans notre collectif. On veut prendre quoi comme richesse mesurable, par exemple? Pour un collectif A, mesurer une écodiversité ou une biodiversité, ça va s'avérer extrêmement important. Par exemple, effectivement, une société sur un territoire physique. Pour un groupe B, vous prenez la communauté des philatélistes.
Bon, la qualité de l'eau les intéresse peut-être pas autant que effectivement des qualités de collection de timbres ou de couleurs ou de choses comme ça, enfin des types de richesses qui vont leur sembler tout à fait spécifiques. Donc vous voyez que chaque collectif déjà peut interagir et créer vraiment ses propres constellations de valeurs. Et ensuite, dans tout ça, on arrive à un mot un peu barbare, mais le terme d'interopérabilité, ce que fait très bien Internet. On a des diversités de gens, d'opinions, de création de contenu incroyablement fortes, et pourtant ça communique tout ça. Dans la nature, vous allez dans une forêt, vous avez une diversité de corps, d'espèces, de végétaux et d'animaux incroyablement riches, et pourtant ça communique tout ça avec l'ADN et avec plein d'autres processus, les odeurs, etc., du langage corporel, les cris, voilà, tout à fait. Donc l'interopérabilité permet la diversité. Et là, on commence à rentrer dans des questions d'ordre systémique. Là où l'intelligence collective pyramidale, elle n'aimait pas la diversité, elle préfère uniformiser les choses. En rendant les choses conformes à un modèle, eh bien, on a une société qui peut mieux fonctionner. Je n'ai pas de critique là-dessus, éthique ou autre. Je constate simplement qu'il y a des modes de fonctionnement différents. Alors là, vous faites référence à des recherches récentes qui montrent qu'en fait, il y a deux pôles qui s'opposent d'une certaine manière. Soit vous simplifiez un système et il est hyper efficace, soit vous le rendez plus complexe et il est plus résilient. Mais par contre, son efficacité chute. Et donc, il y a toute une question extrêmement intéressante à savoir où on pousse le curseur. Est-ce qu'on le pousse plutôt vers la résilience avec une complexité, mais aussi une inefficacité, ou vers la simplicité et une grande efficacité, mais avec une très grande pauvreté. Comment vous voyez le curseur, justement, le positionnement du curseur ? Oh ben là, je crois qu'on a des études assez claires qui montrent d'ailleurs de manière très intéressante le lien entre l'optimum, résilience, efficacité. Il y a un moment où les courbes se croisent, et notamment aussi dans le design de la diversité des outils monétaires, où on a aussi exactement ces mêmes règles. Et là, on a des recherches très profondes là-dessus et très pertinentes. Merci beaucoup, Jean-François Noubel. À très bientôt.